Les coupables doivent répondre de leurs crimes. C'est un principe fondamental du droit selon lequel, pour chaque infraction à ces lois qui servent à protéger l'ensemble, la partie coupable doit être punie, soit dans l'espoir que cette punition serve de moyen de dissuasion contre de futures infractions, soit simplement par un certain sentiment de vengeance dans l'esprit de la partie lésée. La Seconde Guerre mondiale a été marquée par de nombreux crimes, qu'il s'agisse de crimes ordinaires contre des individus ou de crimes contre de grands groupes dont il est difficile d'imaginer l'ampleur, tant l'horreur infligée fut immense. Quand les armes se sont tues, un appel presque unanime a demandé que les responsables des crimes les plus odieux rendent des comptes. La question, bien sûr, était de savoir qui était coupable et qui allait répondre de ces crimes. En Europe, l'Allemagne d'Hitler avait causé tant de misère que le mot « allemand » était devenu synonyme de monstre. De ce fait, il était très difficile de faire la différence entre un Allemand, de la SS, et un civil allemand qui essayait simplement de vivre sa vie. Beaucoup soutenaient que le nazisme était tellement ancré dans la société allemande qu'il n'y avait aucune différence, ou bien que l'inaction d'un citoyen allemand ordinaire pour empêcher le Führer de piller les richesses européennes et de commettre des meurtres de masse rendait ce citoyen tout aussi coupable. Ainsi, dans l'immédiat après-guerre, de nombreux Allemands se sont retrouvés à être punis collectivement pour les crimes du Troisième Reich. Dans cet épisode, nous allons examiner les événements qui ont précédé et entouré la tragédie de la marche de la mort de Brno, alors que des milliers d'Allemands ethniques étaient rassemblés en Tchécoslovaquie et conduits vers la frontière autrichienne, tout en subissant les pires abus et mauvais traitements. Peu survivraient à ce nettoyage ethnique, largement oublié par l'histoire car il touchait ceux considérés comme ennemis. Bienvenue sur Wars of the World. Novembre 1918, l'armistice en Europe laissa des millions de personnes dans les nations occidentales, comme la Grande-Bretagne et la France, ravis et soulagés que la Grande Guerre soit terminée. L'Allemagne avait destitué le Kaiser et était prête à accepter les conditions de paix du traité de Versailles. Pendant ce temps, l'allié de l'Allemagne, l'ancien puissant empire austro-hongrois, se fracturait dans presque tous les coins du territoire qu'il couvrait autrefois en Europe centrale et orientale. La nouvelle carte de l'Europe qui émergeait à la suite de cet effondrement était presque totalement méconnaissable par rapport à celle qui existait avant 1914. De nouvelles frontières furent tracées, entraînant la redistribution des territoires et la création de nouveaux pays comme la Tchécoslovaquie. Se libérant du joug de la domination viennoise, un gouvernement provisoire fut établi avec l'homme d'État Tomáš Masaryk nommé président par les puissances alliées, jusqu'au 14 novembre 1918 où il fut officiellement élu au poste de premier président de la Tchécoslovaquie. Cependant, Masaryk découvrit qu'il ne dirigeait pas un peuple uni tourné vers son nouvel avenir indépendant. Ces frontières d'après-guerre comptaient de nombreux Allemands ethniques qui se considéraient toujours comme tels et préservaient leurs traditions, coutumes et langues. Porté par la vague du nationalisme tchécoslovaque, un peu plus d'un mois après son élection, il dénonça la population germanophone et d'autres, comme les Autrichiens et les Hongrois, en les qualifiant de colons ou de colons installés plutôt que de véritables citoyens. Et il limita leur influence et leur pouvoir. Un exemple de cela peut être trouvé dans la ville de Brno, située au sud-est du nouveau pays dont les 130 000 habitants comprenaient 55 000 germanophones, ce qui en faisait le plus grand groupe ethnique, leur conférant une influence significative dans la politique, l'identité culturelle et l'économie de la ville. Par conséquent, afin d'affaiblir légalement l'influence allemande sur la ville, en 1919 Brno a été agrandi pour inclure 2 villes voisines, créant ainsi le Grand Brno. Ces villes étaient majoritairement peuplées de Tchécoslovaques, ce qui a fait gonfler la population à près d'1/4 million, tandis que la population allemande est restée en grande partie inchangée. On espérait qu'une telle persécution légale pousserait le peuple germanique à partir en Allemagne, mais beaucoup avaient toujours vécu en ville et ne voulaient ou ne pouvaient pas partir.
La persécution des Allemands ethniques a mené à la création de mouvements officiels et informels pour les droits civiques et à des revendications pour que la région majoritairement germanophone des Sudètes, dans les régions occidentales à la frontière avec l'Allemagne, rejoigne la patrie. Cela était soutenu par les Allemands des deux côtés de la frontière, mais restait inacceptable pour le gouvernement de Prague. Avec l'Allemagne contrainte par le traité de Versailles, le gouvernement tchécoslovaque se consolait en sachant que, militairement, il pouvait contrer toute ambition militaire que Berlin pourrait avoir. Mais tout cela changea bien sûr lorsque Adolf Hitler et le parti nazi furent portés au pouvoir en 1933. Hitler n'était pas satisfait de commander tous les Allemands dans la patrie et se déclara le libérateur de tous les Allemands de souche forcés de vivre sous le drapeau de nations étrangères après 1918, ce qui incluait les Sudètes. Son programme de réarmement signifiait que la Tchécoslovaquie faisait face à une réelle menace militaire à sa frontière. Après l'Anschluss de l'Autriche le 13 mars 1938, Hitler se concentra désormais sur la Tchécoslovaquie et des troupes furent envoyées à la frontière, déclenchant une crise internationale. Le gouvernement tchécoslovaque, sous Edvard Beneš, pensait que la Grande-Bretagne et la France viendraient de vite à leur aide, mais il a vite perçu une trahison en étant largement exclu des négociations. À sa grande horreur, Beneš se retrouva sous la pression des alliés, des ennemis et des voisins pour accepter les exigences de Hitler, et les Sudètes furent rapidement annexés. Dans des villes comme Brno à l'est, la population allemande s'est rapidement retrouvée la cible de la frustration et de la colère tchécoslovaque, ce qui a entraîné des émeutes et des agressions. Ainsi, lorsque Hitler a envahi le reste de la Tchécoslovaquie en mai 1939, beaucoup des 52 000 Allemands de la ville les ont accueillis comme des libérateurs, bordant les rues de la ville pour faire le salut nazi, alors qu'ils prenaient le contrôle des bureaux du gouvernement et des biens. L'exception concernait les 12 000 Allemands de confession juive qui se sont retrouvés pris pour cible de toutes parts. L'occupation allemande a rapidement frappé Brno, bouleversant du jour au lendemain la vie de tous les habitants, quelle que soit leur origine. Les universités de toute la Tchécoslovaquie ont été fermées, et à Brno, cela a conduit à transformer la faculté de droit de la ville en un lieu bien plus sinistre, le quartier général de la Gestapo locale. Ce bâtiment fut vite craint par la population locale, puis par tous les prisonniers alliés, souvent des aviateurs, tombés entre leurs mains. La torture et les exécutions n'étaient pas seulement monnaie courante, mais aussi des événements menés en public, afin de dissuader toute résistance supplémentaire au régime nazi. Le personnel académique de l'université, qui comptait 22 000 personnes en 1939, s'est non seulement retrouvé sans emploi, mais aussi sous une surveillance intense, leur origine étant examinée de près, les juifs instruits étant traqués sans la moindre pitié. Au moins 25% du personnel scientifique, par exemple, s'est retrouvé, avec sa famille, arrêté puis finalement déporté en Autriche, et au camp de concentration de Mauthausen, avant de devenir victime de la solution finale. À mesure que la guerre progressait, Brno est devenu un élément clé de la machine industrielle de mort allemande en Europe de l'Est. Entre 1941 et 1942, plus de 10 000 juifs ont été déplacés de force depuis la ville à bord de convois allemands de déportation vers le ghetto de Theresienstadt, dans la ville forteresse de Térésine, où ils attendèrent d'être transférés vers des camps d'extermination. Les conditions à Theresienstadt étaient délibérément conçues pour permettre à la maladie de se propager rapidement parmi la population afin de tuer le plus de personnes possible, simplement pour faciliter la logistique allemande. 10% des personnes déplacées depuis Brno pendant cette période sont mortes avant même d'atteindre les camps d'extermination. Ensuite, après la fin de cette relocalisation forcée, des officiers allemands ainsi que des collaborateurs et antisémites tchécoslovaques sont revenus dans la ville en 1943 et ont commencé à rafler ceux qui étaient considérés comme métis selon les idéologies tordues des nazis. Toute personne ayant, ne serait-ce qu'une infime trace de sang juif ou rome. Comme si souffrir sous l'occupation nazie ne suffisait, à partir de 1944, la ville fut la cible de plusieurs bombardements alliés visant les usines d'armement et de moteurs d'avions de la ville, qui avaient été réaffectées pour soutenir l'effort de guerre allemand, ainsi que la gare pour perturber la chaîne de transport à l'Est. Le 20 novembre 1944 seulement, 474 bombardiers américains larguèrent plus de 2500 bombes sur la ville. Les conditions météorologiques étaient très mauvaises et beaucoup de bombes manquèrent leur cible, ce qui entraîna la mort de 578 personnes et laissa plus de 6000 personnes sans abri.
La tristesse des habitants venait du fait que Brno n'était pas la cible prévue ce jour-là. La cible initiale était en Pologne, mais à cause du mauvais temps, ils ont visé la ville tchécoslovaque. Les États-Unis ont ensuite présenté des excuses pour le raid, mais la ville subit encore plusieurs frappes pour soutenir l'avancée soviétique, puis la force aérienne et l'artillerie soviétique frappèrent la population. Des tracts de propagande diffusés lors du raid accusaient les Allemands d'être responsables de la venue des bombardiers dans la ville. Le 25 mars 1945, l'armée rouge a lancé son offensive pour capturer Brno et la ville de Bratislava. Cela s'inscrivait dans une offensive plus vaste sur le front de l'Est, où l'armée rouge a avancé pour sécuriser l'ouest de la Tchécoslovaquie et atteindre Vienne en Autriche. Et elle devait être menée par le deuxième front ukrainien de l'Union soviétique, ainsi que par les troupes des 1e et 4e armées roumaines. La Roumanie avait été une alliée de l'Allemagne dans la guerre contre l'Union soviétique, mais avec les troupes soviétiques envahissant le territoire roumain en août 1944, elle a changé de camp et a déclaré la guerre au Troisième Reich d'Hitler. Après la chute de Vienne, le 15 avril 1945, les blindés soviétiques de la 6e armée de chars de la garde ont été redéployés pour soutenir l'offensive sur Brno. Après une nouvelle attaque, une brèche dans les lignes allemandes a permis à la 6e de s'y engouffrer. Et le 25 avril, ils atteignirent la périphérie est de la ville avant d'être rejoints par le premier groupe mécanisé de cavalerie de la garde qui entra par le sud. Le lendemain, la ville fut déclarée libérée, bien que des poches de résistance allemandes subsistèrent pendant encore 2 semaines. Les autorités allemandes et collaborationnistes furent rapidement évincées et arrêtées, et leurs fonctions remplacées par un comité populaire de la ville de Brno. À ce moment-là, la ville avait été dévastée par la guerre. Selon l'encyclopédie en ligne de Brno, sur 26 280 maisons, 1277 furent complètement détruites et 1160 maisons furent tellement endommagées qu'elles durent être démolies, tandis que 2775 maisons supplémentaires nécessitaient d'importantes réparations et 8504 autres ont subi des dégâts mineurs. En effet, une maison sur 2 dans la ville avait été marquée par la guerre. Avec l'armée allemande en retraite et n'étant plus une menace, une population en colère et amère a commencé à chercher à se venger. Non seulement pour les dégâts subis chez eux, mais aussi pour des années de peur de la persécution, des arrestations et de la torture, d'avoir vu des biens familiaux précieux détruits ou volés lors de perquisitions, ou encore des proches et amis disparaître à jamais. Et bien sûr, la ville était encore pleine d'une population parlant la langue de leurs anciens oppresseurs. De nombreux Allemands avaient fui la ville à l'approche de l'armée rouge, redoutant des représailles de soldats soviétiques qui, loin d'être punis pour les violences commises contre les civils allemands, y étaient au contraire encouragés par leurs officiers. Cependant, une population d'environ 20 000 personnes est restée lorsque la 6e armée de chars de la garde est entrée dans le centre-ville. Il faut noter que la majorité étaient des femmes, enfants et personnes âgées, la plupart des jeunes hommes valides ayant été enrôlés dans la Wehrmacht pour combattre pour Hitler. Comme sous l'occupation nazie pour les Juifs, les Allemands ethniques durent de porter des brassards blancs pour s'identifier et subirent aussitôt des restrictions sur leurs entreprises. Beaucoup de maisons furent reprises par des familles tchécoslovaques dont les habitations avaient été détruites ou endommagées. Rapidement, une grande partie de la population allemande fut raflée par les nouvelles autorités de la ville qui décidèrent que ce serait une punition appropriée, qu'ils soient internés au collège Koenig où, pendant les 6 années précédentes, des milliers de Tchécoslovaques avaient été internés par la Gestapo. À leur arrivée au collège, leur première tâche fut d'exhumer les corps des victimes de la Gestapo enterrés sur place. Le travail était épuisant et traumatisant, mais ils recevaient peu de compassion de gardiens déterminés à punir quelqu'un pour ce qu'ils avaient enduré. Pour montrer que, pour leur geôlier, ils étaient aussi coupables que les sbires d'Hitler. Certains civils allemands furent chargés de construire des potences dans l'enceinte du collège, et entre mai et juin 1945 environ, 300 Allemands furent exécutés pour divers crimes, les preuves contre eux se résumant souvent à la simple parole de quelqu'un d'autre. Les prisonniers entendaient aussi les cris des foules en colère rassemblées dehors, cherchant à en lyncher un maximum. La situation était parfois sur le point de devenir incontrôlable.
La question de savoir quoi faire des populations locales d'Allemands ne concernait pas seulement Brno et devint le sujet d'un débat national. Quel que soit leur rôle pendant la guerre, ou même s'ils étaient de mariés à un Tchèque, l'amertume à leur égard était telle que l'expulsion était considérée comme la seule option acceptable pour satisfaire les revendications du peuple en quête de justice. À la fin du mois de mai, un demi-million d'Allemands de souche étaient en mouvement, se dirigeant vers l'ouest en direction de l'Autriche et de l'Allemagne désormais occupée par les Alliés. Le 29 mai 1945, les autorités de Brno ont commencé à établir une liste de ceux qui devaient être expulsés dès que possible. Et le lendemain, ils ont publié l'ordre numéro 78 de 1945 qui ordonnait l'expulsion immédiate de la population allemande non active de la ville. Les filles et garçons de moins de 14 ans ainsi que toutes les femmes et hommes de plus de 60 ans devaient les quitter la ville. Les rares hommes actifs encore présents partiraient dès que leur poste serait pris par des Tchèques. Dès que l'ordre a été publié, une foule s'est rassemblée devant le siège du chef de la police et a exigé qu'il exécute l'ordre immédiatement. La plupart des hommes, ouvriers de l'usine d'armes à feu, étaient forcés de fabriquer des armes pour l'ennemi, avaient vu leurs camarades tués et leurs maisons endommagées par les bombardements alliés et l'artillerie soviétique qu'ils attribuaient aux Allemands. En réponse, le chef de la police déclara qu'il était prêt à exécuter l'instruction, mais exprima également ses inquiétudes quant au fait qu'il n'avait pas assez d'hommes disponibles pour escorter les Allemands vers le sud jusqu'à la frontière autrichienne. Les ouvriers de l'usine se portèrent donc volontaires pour l'aider à accomplir la tâche, tout comme quelques anciens détenus des camps de concentration libérés. Armés de matraques, couteaux et quelques armes à feu, le chef de la police ne pouvait refuser leur offre, même s'il l'avait voulu. Selon le rapport de police, 18 072 Allemands ont été informés qu'ils allaient être escortés jusqu'à la frontière et dans un camp en Autriche. Alors que les gens étaient regroupés en colonnes pour commencer le déplacement forcé, les autorités ont appris que le gouvernement autrichien d'après-guerre n'accepterait que ceux pouvant prouver leur origine autrichienne. Malgré cela, l'expulsion devait avoir lieu, car l'hostilité envers la population était telle qu'un retard aurait pu entraîner des violences. Ainsi, vers 22 heures, les premiers groupes ont été escortés hors de la ville et dans la nuit. Parmi eux, cette nuit-là se trouvait le cas particulier de Marie Ranson-Oforova, âgée de 24 ans. Marie n'était pas allemande, étant née à Brno d'un père tchèque et d'une mère hongroise. Son père est décédé lorsqu'elle était jeune, et peu de temps après, sa mère est partie pour la Hongrie, la laissant pratiquement orpheline. Ayant beaucoup déménagé pendant ses années de formation, elle a vécu brièvement en Allemagne avant la guerre, apprenant la langue avant de revenir s'installer en périphérie de la ville avant l'invasion de Hitler en 1939. Pendant la guerre, elle a donné naissance à un fils, et la rumeur disait que le père était un officier de la SS. Juste au moment où la marche allait commencer, elle a été abordée par un homme dont elle savait qu'il était épris d'elle, mais elle avait rejeté ses avances. Comme elle s'en est souvenue plus tard, je cite, « Un jour, il est venu me voir et m'a dit que j'avais eu mon fils avec un officier SS et que je devais rejoindre la marche. Mais si j'allais vivre avec lui, il fermerait les yeux. Je lui ai dit de garder les yeux ouverts, je préférais partir. Donc le 31 mai à midi, il est venu me chercher avec une mitrailleuse. J'ai marché devant lui, poussant la poussette de mon bébé, et il m'a suivi jusqu'à ce que je rejoigne la marche déjà en route. Il a alors tiré un coup de feu et je l'ai maudit. J'ai souhaité qu'il meure dans un fossé, puis nous nous sommes quittés. » Fin de citation. Avec des milliers de femmes, enfants et personnes âgées, Marie et son fils se sont vite retrouvés en route vers le sud. Il y avait environ 50 km jusqu'à la frontière, et la progression était lente et pénible, surtout pour les mères comme Marie, qui avaient de jeunes enfants avec elle, qu'elle devait souvent porter. Beaucoup de ceux qui participaient à la marche avaient essayé de garder des objets de famille ou d'autres objets de valeur pour leur nouvelle vie de l'autre côté de la frontière, mais ils les abandonnaient lorsqu'ils se rendaient de compte qu'ils ralentissaient leur progression, ce qui attirait toujours l'attention indésirable de leurs gardiens. Quant aux gardiens eux-mêmes, il était clair qu'ils étaient de là uniquement pour s'assurer que les gens restent sur la route et ne disparaissent pas dans la campagne, et ils agressaient et volaient fréquemment les citoyens expulsés. Comme l'a souligné Marie, une différence existait entre les deux groupes qui s'étaient portés volontaires pour aider au déplacement. Comme elle l'a dit à leur sujet, je cite, « C'étaient de jeunes hommes de l'usine d'armes Zbrowiaka. Ils étaient de grossiers et vulgaires. Certaines personnes revenant des camps de concentration nazis étaient correctes.
Les parties de la marche qu'il surveillait se déroulaient chez bien, sans juron ni coup, et il n'arrachait pas les boucles d'oreilles aux femmes. Mais les hommes de Zbrowiaka, eux, étaient vraiment mauvais, ivres et armés comme des bandits. J'ai vu une femme portant un bébé qui pleurait. Un garde a crié pour qu'elle le fasse taire. Le bébé ne s'est pas tué, alors il a pris le bébé et l'a jeté dans le champ. Je pense qu'il l'a tué. J'ai aussi vu ce vieil homme. Il a dit qu'il ne pouvait plus marcher et s'est assis au bord de la route. Je me suis approché et proposé mon aide, lui ai pris la main, mais il était mort. » Fin de citation. Le voyage ne pouvant se faire d'une traite, une halte fut organisée à Pohoralika, où les nazis avaient établi un camp de prisonniers. Pour leur protection, certaines femmes et enfants, dont Marie et son fils, ont été hébergés dans des granges, enfermés à l'intérieur pour les empêcher de s'échapper. Les mères se sont installées pour la nuit, heureuses de pouvoir se reposer et nourrir leurs enfants. Elles ignoraient que leur situation empirerait jusqu'à ce qu'elles entendent 2 camions s'arrêter dehors et des hommes en descendre. Il s'agissait de soldats roumains et ils n'avaient qu'une seule chose en tête, comme l'a expliqué Marie, je cite, « Ils ont fait irruption et ont commencé à violer les femmes. Des coups de feu ont été tirés, c'était horrible. Personne n'en parle. C'était bien pire que la marche. Là-bas, des gens ont été frappés, on leur a arraché leurs boucles d'oreilles et pris leurs bagues. Certaines personnes sont mortes. Mais dans le camp, c'était comme un abattoir. » Fin de citation. Épuisés ou suite à la violence nocturne, les gardes constatèrent le lendemain matin que de nombreux expulsés ne pouvaient plus avancer. Par conséquent, ceux qui étaient en meilleures conditions furent séparés et reçurent l'ordre de continuer vers la frontière, tandis que les autres restèrent dans le camp jusqu'à ce qu'une décision soit prise quant à leur sort. Marie était assez forte pour continuer et elle était soulagée de quitter Pohorolija, surtout après avoir vu des corps chargés dans des camions pour être enterrés dans des fosses communes, victimes des mauvais traitements. Marie, son fils et environ 10 000 autres personnes continuèrent jusqu'à la ville frontalière de Mykolov. Mais il restait à savoir si elle et d'autres pourraient entrer en Autriche, les gouvernements autrichiens et tchécoslovaques négociant encore sur ce point. Pendant ce temps, l'indomptable Marie en eut assez et à un carrefour juste à l'extérieur de Mykolov, elle et son fils prirent la fuite lorsqu'elle sentit que l'occasion se présentait. Son évasion a encouragé beaucoup d'autres à faire de même et, au milieu du chaos, elle a réussi à semer ses gardes. Elle s'est rendue à Mykolov et a pu trouver de l'aide, décidant finalement de s'installer dans la ville. Ceux qui ont réussi à entrer en Autriche l'ont fait avec très peu d'argent ou de biens et ils ont dû compter sur la charité du peuple autrichien. Mais pour ceux qui étaient encore à Pohorolika, leur souffrance était loin d'être terminée. Le gouvernement autrichien ayant convaincu le gouvernement tchécoslovaque d'arrêter la réinstallation, le camp s'est retrouvé surpeuplé d'Allemands expulsés. Et pendant les premières semaines, il y avait très peu d'organisations pour les nourrir et s'occuper de leurs besoins médicaux. Les maladies ravageaient et la dysenterie a vite commencé à faire de nombreuses victimes. Au fil du mois de juin, les autorités tchécoslovaques ont compris qu'elles devaient prendre le contrôle de la situation et elles ont donc commencé à améliorer les conditions comme l'approvisionnement régulier du camp et la création d'un hôpital. Mais à ce moment-là, les dégâts étaient déjà faits. Les débats font encore rage entre les historiens quant au nombre exact de personnes mortes lors de la marche et dans le camp, que ce soit à cause de la violence ou de la maladie, mais la plupart des estimations avancent un chiffre d'un peu moins de 2000 personnes. Pohorolika a continué de fonctionner jusqu'au 7 juillet 1945. À ce moment-là, beaucoup de ceux qui y étaient de détenus avaient soit été transférés en Autriche puis en Allemagne, soit hébergés dans la campagne environnante en attendant d'être pris en charge. Quelques 2000 personnes ont été sélectionnées pour revenir à Brno, mais la nouvelle a déclenché de violentes protestations dans la ville. Les 80 derniers Allemands du camp étaient presque tous gravement malades et étaient soignés à l'hôpital avant d'être transférés ailleurs. Alors que la Tchécoslovaquie tombait sous l'influence communiste en Europe de l'Est, l'expulsion d'après-guerre des non-tchécoslovaques a été discrètement oubliée. Cependant, après le retour de la démocratie et la partition du pays en 1992 en République tchèque et en Slovaquie, l'histoire a fini par accepter ce chapitre plus sombre concernant le traitement d'un ennemi vaincu. Cela rappelle que, même si les nations alliées ont combattu la tyrannie et l'oppression, tout individu consumé par la haine peut commettre les pires actes.
et pas seulement ceux arborant une croix gammée sur le bras.